Bonjour à tous. C'est une équation à plusieurs inconnus pour la communauté éducative et les pouvoirs publics. La rentrée scolaire est plus que jamais incertaine dans le chaudron de la crise anglophone. La flambée des violences meurtrières, la multiplication des écoles incendiées suscitent déjà frayeur et psychose chez des parents, des élèves et même certains enseignants ont déserté leur service, redoutant pour leur vie malgré la mobilisation des forces de sécurité et les injonctions du ministre des Enseignements secondaires. Et comme si cela ne suffisait pas, des manuels scolaires sont encore indisponibles selon le quotidien Le Jour. À une semaine de la rentrée scolaire, la situation est intenable pour des libraires et préjudiciable pour des élèves soucieux de découvrir le contenu des livres inscrits au programme de cette année scolaire 2018-2019, alors que les éditeurs et les pouvoirs publics se rejettent la responsabilité de ces retards criards. Les réformes de l'enseignement général secondaire soulèvent des interrogations sur la stratégie de spécialisation des apprenants observée à travers une nouvelle insertion des séries scientifiques et cinématographiques. Quels sont les enjeux de ces réformes de l'enseignement secondaire? L'éducation apparaît, vous l'avez compris, comme un enjeu majeur de la campagne présidentielle à venir, laquelle s'annonce à première vue difficile dans les régions anglophones en proie à l'insécurité, d'où l'interrogation sur la tenue du scrutin dans cette partie du pays. Ces problématiques constituent l'axe majeur de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition, je reçois ce dimanche Cyril Sambaka. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox. Vous êtes vice-président national de l'Union démocratique du Cameroun. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Également présent ce dimanche, Emmanuel Kunkegwaba. Bonjour Emmanuel. Bonjour Cédric et bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs. Vous êtes inspecteur pédagogique national au ministère des Enseignements secondaires, analyste de l'éducation, chevalier des palmes académiques. Vous interviendrez également concernant le secteur de l'éducation et les réformes en cours. Autre panéliste présent ce dimanche, maître Adeline Ndjongan. Bonjour maître. Bonjour monsieur Noufele, bonjour chers téléspectateurs. Vous êtes SGA du SDF, vous interviendrez également dans cette émission. Quatrième panéliste, Edmond Kambia. Edmond, bonjour. Bonjour Monsieur Noufele. Éditorialiste à la Nouvelle Expression et consultant sur droit de réponse. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Je salue tous les copanélistes. Également un cinquième invité qui interviendra sur la question de campagne et de politique concernant cette campagne présidentielle à venir. C'est le professeur Charles Pascal Messanga Nyamding qui est membre titulaire du comité central du RDPC. Je voudrais d'ores et déjà avec vous, Edmond Kambia, évoquer la situation du secteur de l'éducation dans les régions anglophones. Est-ce que vous pouvez nous faire le point, vous qui êtes de la presse qui suit de près l'évolution de la situation concernant le secteur éducatif dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Il faut dire que c'est la grande inquiétude des parents d'élèves, c'est la grande inquiétude d'une bonne partie de la communauté des ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest qui ne savent plus à quel sein se vouer. Parce que la rentrée scolaire, elle approche dans des conditions très difficiles. Plus difficiles encore que celle de l'année dernière et que celle de l'année surpassée, parce que la crise politique qui secoue ces deux régions ne fait qu'empirer. Il n'y a pas de perspective de solution. Il n'y a presque pas d'espoir. Et le nombre des déplacés internes a augmenté. Le nombre de réfugiés n'a pas diminué. Et la plupart de ces parents, pour ceux qui ont la possibilité encore d'envoyer leurs enfants dans les régions francophones, ils ont pu le faire, mais une bonne partie n'a pas pu déplacer les enfants. Aujourd'hui, la situation est d'autant gravissime que dans le secteur éducatif, je suis heureux de ce que sur ce plateau, il y a un responsable du ministère des Enseignements secondaires, M. Emmanuel Kunkengwaba, qui nous dirait exactement ce qu'ils ont prévu dans ce cas-là. Mais ici, je me fais un peu la voix des parents d'élèves qui sont dans une situation très compliquée. C'est d'autant plus que, vous l'avez souligné dans votre propos liminaire, il y a un certain nombre de choses
qui ne sont pas encore prêtes, notamment le manuel scolaire. Donc, en fait, les parents d'élèves dans cette partie du pays, il faut dire que ce soit, ainsi que ce soit les responsables des établissements publics et privés, ils ne savent pas si la rentrée aura véritablement lieu. Très peu ont permis aux élèves d'être inscrits dans les établissements parce qu'ils ne savent pas dans quelles conditions de sécurité les enfants vont étudier. Justement, Maître Adeline Ndjamgan, comment appréciez-vous la situation relative à la préparation de la rentrée scolaire dans les régions anglophones? Alors, il faut indiquer que déjà avec la crise politique dans ces régions, qui connaît plusieurs escalades, aujourd'hui ce n'est pas évident. Et comme il l'a bien souligné, avec les déplacés internes et même les réfugiés, aujourd'hui il est incertain de parler de rentrée scolaire dans ces deux régions. Mais il faut aussi souligner, avec le problème, tous ces jours, depuis pratiquement plus d'une semaine, on parle du problème du manuel scolaire. Le problème ne se retrouve plus seulement dans la zone anglophone. Même aussi chez nous, ici, chez les francophones, aujourd'hui, les parents se posent la question. Nous inscrivons les enfants, mais le manuel scolaire n'est pas là. Justement, puisque les éditeurs... on va en parler au cours de cette émission. Restons d'abord sur la situation de l'effectivité de la rentrée ou non dans les régions anglophones avec le climat sécuritaire, le climat sociopolitique. Cette rentrée est purement incertaine. Personne ne peut dire de manière fiable et probable que la rentrée aura lieu le 3 septembre dans les deux régions anglophones. Tout le monde on ne peut évoluer que sur des hypothèses, de manière hypothétique, mais personne ne peut le dire avec assurance. Justement, sur ce plateau, avec nous, Emmanuel Kunke-Gwaba, le ministère des Enseignements secondaires a tenu une réunion préparatoire relative à cette rentrée. Le problème a été posé lors de cette rencontre. Quel est votre diagnostic sur la situation du secteur d'éducation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Avant de développer, je vais déjà dire qu'il y aura rentrée. Il y aura rentrée le 3 septembre dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Maintenant, est-ce que toutes les écoles seront ouvertes? Non. Non. Mais est-ce qu'il y aura rentrée? Il y aura rentrée. Je vais vous expliquer pourquoi il y aura rentrée. Il y aura rentrée tout simplement parce que depuis novembre 2016, date de début de la crise anglophone, il y a eu beaucoup de menaces qui ont pesé sur l'école et sur les examens. On a parlé d'année blanche, il n'y a pas eu année blanche. Ça veut tout simplement dire qu'il y a d'abord la volonté des parents, contrairement à ce qu'on pense, parce que je suis allé dans le Sud-Ouest, donc je sais de quoi je parle, et j'ai également des amis, des parents et tout. Les parents veulent envoyer leurs enfants à l'école. Ça, c'est une première chose. Et parce que les parents, les familles, parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien qu'il n'y a pas un parent qui ne rêve pas de ce que son enfant demain soit journaliste, soit enseignant, soit médecin, etc. Ou même puisse être gendarme ou autre. Donc, les parents ont cette volonté ferme d'envoyer leurs enfants à l'école. Deuxièmement, nous avons noté cette volonté ferme de l'État de pouvoir éviter l'année blanche. Parce que vous savez très bien, et peut-être beaucoup ne le savent pas, s'il n'y a pas d'école dans le Nord-Ouest, s'il n'y a pas d'école dans le Sud-Ouest, il y a une année blanche. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'au Cameroun, 8 régions sur 10 puissent, que dans ces 8 régions, il y ait école et il y ait examen. Donc, en m'appuyant un peu sur l'histoire, parce que j'ai dit depuis 2016, il y a école dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, mais toutes les écoles ne sont pas ouvertes. Tous les enfants ne vont pas à l'école. Mais est-ce qu'il y a école? Oui. Est-ce qu'il y a examen? Oui. Et je me fonde donc sur ces éléments du passé, sur la volonté des familles, des parents que j'ai expliqué, et même des élèves. Parce que il y a quelques jours encore, je veux dire l'année dernière, nous avions organisé à Yaoundé une cérémonie d'excellence et on avait beaucoup d'enfants venus du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui étaient parmi les élèves excellents. Et je ne vous apprends rien en vous révélant qu'en cette fin d'année, parmi les régions qui étaient en tête du palmarès de l'office du baccalauréat, figuraient les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ça veut dire que non seulement les enfants sont allés à l'école,
dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, mais j'ai bien précisé que ce ne sont pas toutes les écoles qui ont fonctionné. Mais on est heureux de constater que ces enfants-là, en ce qui concerne particulièrement les examens de l'office du bac et même les examens du GC Board, ces enfants-là sont excellents. Et pour ils cette sont nouvelle brillants. rentrée scolaire Et- 2018, justement, il y a, au cours de cette réunion avec le ministre des Enseignements secondaires, des problèmes qui ont été posés concernant les enseignants. Il y a un désarmement moral, les enseignants qui subissent la destruction de leurs biens, qui sont menacés, disent-ils, et qui estiment que les mesures sécuritaires prises sont inadéquates. Ce sont les doléances et les problèmes qui ont été posés sur la table lors de la rencontre avec le ministre des Enseignements secondaires. Quelles sont les mesures qui ont été prises dans le cadre de ce département ministériel-là? Bon, disons que n'étant pas porte-parole du ministère des Enseignements secondaires, je ne vais pas ici dévoiler toutes les stratégies qui ont été prises. Ce que je sais, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures qui en sont prises, pas seulement au niveau du ministère des Enseignements secondaires, mais également sur le terrain par les deux gouverneurs, c'est-à-dire le gouverneur de la région du Nord-Ouest et le gouverneur de la région du Sud-Ouest, pour que les élèves qui vont à l'école soient protégés et que les enseignants soient protégés. Bon, maintenant, en plus, on va ajouter le fait que dans ces régions-là, et il n'y a pas que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, il y a aussi l'extrême Nord et autres, là où les enseignants sont en insécurité. Donc dans ces régions, il y a des primes spéciales. Il y a des primes spéciales qui sont prévues pour les enseignants, parce que vous savez que lorsque les enseignants travaillent dans des conditions difficiles, comme c'est le cas dans ces régions-là, nord-ouest et sud-ouest, et j'ai également précisé au niveau de l'extrême nord, il est tout à fait normal que l'État puisse leur être reconnaissant en leur accordant un certain nombre de facilités, des primes et tout naturellement la protection sécuritaire. C'est pour dire, pour chuter que ce n'est pas une partie de plaisir. Je ne dis pas que l'école dans le nord-ouest et le sud-ouest est une partie de plaisir. Non, ce n'est pas comme cette émission que nous sommes en train de mener dans une salle climatisée du tout. Donc c'est une école qui se déroule dans un climat difficile et comme je l'ai dit, Dieu merci, il y a des enseignants qui acceptent encore de travailler dans ces deux régions. Il y a des chefs d'établissement qui travaillent dans ces deux régions sous la protection et sous le soutien. Et je pense que nous devons féliciter ces enseignants-là, nous devons les encourager et peut-être même penser à les décorer parce qu'ils mettent leur vie en danger exactement comme les soldats Au regard de et les ce forces de l'ordre. tableau que vous venez de peindre, Cyril Sambaka, vous avez suivi le diagnostic que fait cet inspecteur pédagogique national, Emmanuel Kunkegwaba, sur la situation dans les régions anglophones et les mesures prises par les pouvoirs publics afin de garantir l'effectivité de la rentrée scolaire. Est-ce que ces mesures, pour vous, sont convaincantes? Non, je pense qu'on peut avoir des craintes. Hein. On a des craintes par rapport à ça parce que vous avez bien suivi, les fondamentaux ne sont pas là. Et quand les fondamentaux ne sont pas là, ça ne coule pas d'eau douce. La volonté des parents seuls ne suffit pas. La volonté de l'État d'avoir l'école dans la zone du sud-ouest et du nord-ouest, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut que la guerre, que les armes se taisent. Il faut que les déplacés, les réfugiés reviennent à la maison. C'est ça le préalable. C'est ça le fondamental. Parce que ces mesures ne nous donnent aucune garantie. Ensuite, nous n'avons pas de statistiques. Nous n'avons pas les statistiques de combien d'enseignants sont partis, combien d'élèves sont restés, combien de salles de classe vont être ouvertes. Nous n'avons aucune statistique. Donc, à partir de ce moment-là, nous pouvons dire que le Cameroun est dans une forte crise, et notamment dans la zone anglophone. Ça, c'est ce qui est sûr. Maintenant, le reste, ce sont des volontés, mais il faut y mettre les moyens. Il faut réussir à remettre les enfants. Vous avez l'inspecteur tout à l'heure, il a dit quelque chose de formidable, de fondamental. Malgré cette crise, on a encore trouvé des petits génies qui se sont manifestés sur le plan national. Et ça doit nous interpeller, parce que c'est ça le Cameroun de demain. À partir de ce moment-là, on doit dire que cet enfant, il a une mission peut-être pour son pays, et on doit pouvoir l'encadrer. Et ils sont nombreux comme ça, ceux qui ont réussi aux examens, ceux qui ne sont pas allés complètement à l'école. Donc nous sommes dans une situation grave et il faut y apporter des solutions. Ce n'est pas la seule situation. Le réarmement moral des enseignants, c'est tout un travail à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous savez, quand il y a la guerre,
on détruit pour reconstruire, c'est pas facile. C'est pour cette raison d'ailleurs que le souci de l'homme politique, ça doit être la reconstruction le plus rapidement possible. Faire durer la guerre est quelque chose d'asphyxiant pour un pays. Justement, Edmond Kambia, sur les mesures gouvernementales prises jusqu'ici afin de garantir l'effectivité de la rentrée scolaire qui aura lieu le 3 septembre 2018, c'est pratiquement dans une semaine. Comment appréciez-vous la mobilisation des pouvoirs publics pour justement garantir le droit à l'éducation pour ces enfants dans les régions anglophones? Je crois que beaucoup de choses sont faites par le gouvernement pour améliorer les conditions sécuritaires qui permettraient aux enfants d'aller à l'école, qui permettraient aux enseignants de travailler dans la sérénité, dans la sécurité. Mais vous savez, il y a la psychose. Ce n'est pas facile. Malgré les efforts qui sont déployés par les autorités gouvernementales, il n'y a que les responsables d'établissements qui savent que beaucoup de leurs collègues ont été tués au cours des années précédentes parce qu'ils ont tenu à faire en sorte qu'il y ait école dans leur établissement, s'interrogent. Ils voudraient être davantage rassurés que ces forces de sécurité qui sont mises à leur disposition seront non seulement permanentes, mais qu'elles auront les moyens de se défendre elles-mêmes. N'oubliez pas que les forces de sécurité elles-mêmes sont attaquées, là où elles se trouvent, là où elles sont déployées. Et quand le citoyen ordinaire, les chefs d'établissement, les enseignants, les fonctionnaires qui travaillent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest voient comment les soldats sont tués par les forces dites sécessionnistes, ils s'interrogent, ils se demandent si ça vaut la peine véritablement de rester dans ces régions malgré leur vocation, malgré leur passion pour leur métier. Je pense qu'il faut davantage pour rassurer les fonctionnaires qui sont déployés sur le terrain. Quand je dis davantage, je pense aux solutions politiques. Parce qu'il faut régler politiquement la crise. Les mesures sur le plan sectoriel ne suffisent plus, à mon avis. Il faut véritablement amorcer le dialogue. C'est pour cela que je partage l'avis du vice-président national de l'UDC, Sambaka, qui pense qu'il y a véritablement nécessité d'apporter une solution politique le plus rapidement possible à cette question. Maître Adeline Ndjongan, sur les mesures gouvernementales prises sur le plan sectoriel, d'autres panélistes sur ce plateau estiment qu'elles sont insuffisantes. Vous, qu'est-ce qu'il faut faire afin de garantir le droit à l'éducation pour ces enfants dans les régions anglophones, des régions qui sont en proie à l'insécurité? Alors, ce qu'il faut faire, étant donné que le droit à l'éducation est un droit fondamental et que ce droit est reconnu à chaque enfant, il faudrait donner la possibilité à chaque enfant de pouvoir aller à l'école. Et comme l'a dit M. Kungaba tout à l'heure, il a dit, nous avons dans ces zones des enfants qui vont à l'école et d'autres n'y vont pas. Parce que exactement, et c'est aujourd'hui vérifié, nous avons des localités où les escalades ont atteint le summum, où là, aujourd'hui, on ne parle même plus de crise dans ces localités, on parle carrément de guerre parce que les populations étaient pourchassées. Et des simples mesures, comme des mesures prises par le ministre, ne suffisent plus aujourd'hui. Tout le monde, et depuis plusieurs mois, on a fait un appel au dialogue, surtout d'un dialogue inclusif, qu'il fallait appeler toutes les parties au désarmement et afin que les gens puissent dialoguer et parler ensemble. Aujourd'hui, la décision doit être vraiment politique, il faut la prendre et il faut ramener la paix dans cette région. Parce que sans la paix, nos enfants ne pourront plus aller à l'école. Parce que la réalité, ce ne sont pas seulement les enfants du nord-ouest qui sont touchés du sud-ouest. Même plusieurs familles francophones ici envoyaient des enfants dans ces régions qui allaient dans les écoles. Et ils trouvaient que ce système anglo-saxon était un système bénéfique même pour leurs enfants. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui subit cette crise et il faut prendre une décision. Et la mesure forte,
C'est une décision politique, comme M. Edmond Kambia l'a bien souligné. Et il faut amorcer le dialogue de toutes les parties prenantes. Au-delà de ce dialogue, il y a la question du manuel scolaire qui se pose avec acuité. Les autorités avaient annoncé la disponibilité du livre à 2 semaines avant la rentrée, alors que nous sommes à peine 7 jours de cette rentrée scolaire. Certains livres sont toujours indisponibles. La majorité des éditeurs n'a pas encore livré leurs différents livres dans les librairies. Emmanuel Kunke-Gwaba, c'est une situation tout de même inquiétante aussi pour des parents d'élèves qui font le tour des librairies à travers le pays et qui peinent à trouver le manuel scolaire pour leurs enfants à quelques jours de la rentrée scolaire. Oui, vous avez parfaitement raison et vous allez me permettre de revenir très rapidement en 30 secondes pour préciser que lorsque nous disons que les problèmes politiques doivent être résolus, je dis c'est vrai, mais il faut peut-être ne pas mélanger les pédales. On peut poser les problèmes politiques, mais il y a des choses sacrées. Et pour moi, il y a 3 choses sacrées, je l'ai dit depuis 2016, je n'ai pas changé d'avis. Il y a l'hôpital. Même si les gens sont en conflit, il y aura des blessés et il faut les soigner dans un hôpital. Donc on ne touche pas l'hôpital. Il y a l'église, parce qu'après tout, c'est le prêtre, c'est le pasteur qui prie pour tout le monde, même pour ceux qui sont en guerre. Et il y a l'école. L'école, ce sont les enfants. Les enfants sont innocents et ils n'ont rien fait. Donc ce que nous disons en tant que techniciens, puisque nous ne sommes pas de la politique, nous ne faisons pas encore la politique en tant que... nous ne militons pas dans la politique, même si nous sommes engagés sur le plan de l'espace public. Ce que nous disons, c'est que pendant que les hommes politiques s'arrangent à régler leurs problèmes, pendant qu'on s'arrange pour faire cesser la guerre, l'école doit continuer. Il n'y a pas de raison que parce que les problèmes politiques ne sont pas réglés, que l'on puisse détruire des écoles et qu'on empêche aux élèves d'aller à l'école. L'école doit fonctionner, l'hôpital doit fonctionner, l'église ne doit pas être touchée. Là, c'était une précision, de mon point de vue, importante à soulever. Maintenant, dans cette école qui doit fonctionner dans les 10 régions du Cameroun, il y a en pédagogie 2 supports importants. Le premier support, c'est le programme. Ce n'est pas d'abord le livre, c'est le programme. Ça veut dire que lorsque on veut qu'une école soit performante, qu'elle soit effective, il faut des programmes. Et ces programmes sont disponibles. Maintenant, la deuxième chose qui est secondaire, qui n'est pas principale, c'est le manuel scolaire. Et vous avez très bien compris pourquoi j'ai précisé qu'il y a 2 choses fondamentales. D'abord, les programmes. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas, contrairement à ce qu'on a entendu ici et là, il n'y a pas une grosse inquiétude à se faire par rapport à la rentrée, puisque les programmes sont disponibles. Les enseignants sont en train d'être préparés. Vous avez parlé d'une réunion tenue par le ministre d'enseignement secondaire. Ça veut dire que toutes ces dispositions-là permettent de rendre effective la rentrée scolaire. Le manuel scolaire, on va dire 2 ou 3 petites choses, c'est que le gouvernement a décidé de lancer une réforme du manuel scolaire. Et moi, je préfère appeler ça une révolution du manuel scolaire. Parce qu'on est passé d'une situation de cacophonie, une situation où le livre était devenu comme une marchandise, c'est-à-dire que le livre était devenu au Cameroun comme si on allait prendre un morceau de savon ou un habit. Et pendant longtemps, nous avons estimé que ça n'allait pas dans le bon sens. Le gouvernement a donc accepté nos doléances, nos propositions, et c'est pour ça qu'en décembre 2017, le chef du gouvernement, premier ministre chef du gouvernement, a donc décidé de siffler la fin de la récréation en choisissant le livre unique. Ça veut dire que l'enfant n'a plus 3, 4, 5 livres de mathématiques ou de français ou d'anglais ou de philosophie. Un seul livre. Ce que je dis est vrai au primaire et au secondaire. Un seul livre par matière. Et mieux encore, il ne s'agit plus de changer le livre chaque année. Ça veut dire que le livre qui est là pour 6 ans, puis c'est le cas, l'année prochaine, un élève peut passer le livre à son petit frère. Mais où est ce livre aujourd'hui? J'ai pas fini. Il faut bien comprendre pourquoi il y a problème. Ça veut donc dire que dans cette réforme, il fallait donc, après avoir pris ces tests, mettre sur pied une commission. On a donc changé la commission Jean Kabimanga, qui devient donc la commission Mvunda, parce que c'est le professeur Mvunda qui est désormais secrétaire permanent. Et vous voyez donc que la mise en place de ce processus a donc fait qu'il y ait un retard dans la publication
des listes par les deux ministres de l'enseignement secondaire et ministre de l'éducation de base. Ça, c'est le premier élément objectif et technique qui se pose. Ça veut donc dire que le problème ponctuel et conjoncturel et même circonstanciel qu'on a eu cette année ne pourra plus se produire l'année prochaine parce que l'année prochaine, les livres, le processus ne pourra plus être suivi. Ça, c'est le premier élément objectif. Le deuxième élément objectif, c'est qu'au Cameroun, malheureusement, il faut le dire parce que les gens nous suivent et ils doivent prendre des décisions qui s'imposent. Le livre n'est pas fait au Cameroun. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. 70% des livres camerounais sont faits en Inde. Et il y a quelque chose discuté avec un importateur des livres ou un éditeur, je ne sais pas comment vous appelez, et il m'a dit c'est environ 1 mois et demi. Ça veut dire qu'une fois que on a lancé la mise en œuvre des réformes du Premier ministre, une fois que la commission a été installée, et vous savez que ce n'est pas toujours facile, parce que lorsqu'il faut, sur 15 livres, choisir un seul livre, vous voyez donc que la bataille est rude. Les réseaux peuvent entrer dans la dent et ça retarde le processus. Donc, une fois que les livres ont été choisis, ce n'est qu'à ce moment que les éditeurs devaient maintenant passer la commande des livres, parce que vous ne pouvez pas commander 1 million de livres, vous ne pouvez pas commander 500 000 livres si le livre n'est pas choisi par la commission. Et nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire. Cyril Sambaka, ces livres sont toujours indisponibles, alors que les élèves en ont besoin pour déjà commencer à se familiariser. Non, les élèves ont d'abord besoin des programmes. Les programmes qui sont connus. Les enseignants ont besoin d'abord des programmes. Les manuels viennent après. Mais les manuels scolaires sont tout aussi importants et cette situation devient quand même, suscite beaucoup d'inquiétudes. La presse l'a relevé cette semaine. Quelle est votre analyse sur la gestion du manuel scolaire, notamment pour qu'il soit disponible pour les élèves à temps avant la rentrée scolaire? Ce que je peux dire, c'est qu'un travail qu'il faut saluer a été fait. La diminution du nombre de livres par matière, etc., etc. Un programme a été fait. Le problème qui se trouve, c'est le calendrier. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'on est en train d'anticiper quand on n'est pas prêt. Ça veut dire, en d'autres termes, que l'efficacité de toute cette mise en place, c'est l'année prochaine. Et que cette année encore, il va avoir des difficultés. Les difficultés viennent du fait que les manuels ne sont pas là. Les difficultés viennent du fait que les parents ne vont pas éternellement économiser l'argent avec la vie qui est si dure qu'ils ont prévu pour acheter ces livres. Il y a énormément de difficultés. Donc, si on peut saluer le fait qu'on ne change plus les livres chaque année, on n'alourdit plus les sacs des enfants avec cette mafia, il faut aussi reconnaître que quand on casse une mafia, la mafia réagit. La mafia réagit. Et quand la mafia réagit, ça crée quelques problèmes. Il faut donc que cette mafia disparaisse. C'est la raison pour laquelle je dis, dans un sursaut, la mafia va essayer de miner ces dispositions. C'est la raison principale pour laquelle je vous ai dit l'opérationnalité de cette affaire, c'est l'année prochaine. Mais il faut se battre. Et je dirais que quand quelque chose est pour le profit des enfants, des parents et du Cameroun, il faut que les Camerounais se mettent ensemble et qu'ils disent que la récréation est terminée. Parce que ces voleurs, je vous préviens qu'ils ont fait des choses inacceptables. Je dis bien inacceptables. Comment un enfant peut trimballer pour une matière 4 livres? Comment est-ce que des responsables peuvent changer de livre chaque année alors qu'il y a un texte qui dit que c'est tous les 3 ans? Mais allez regarder sur le terrain, c'est chaque année. Comment est-ce que des Camerounais sans foi ni loi peuvent s'amuser avec la vie des Camerounais, avec la vie des enfants qui vont à l'école et qui doivent faire quelque chose pour le Cameroun demain? C'est toutes ces questions-là qu'on doit se poser pour se rendre compte que effectivement, j'espère que ce n'est pas d'engrainer, que c'est malade. La situation, on veut l'améliorer. Je souhaite qu'elle s'améliore parce que des dispositions ont été prises. Ça veut dire que quelque part, on a fait des études, on a analysé la situation, on a vu ce qui n'allait pas. On a écouté le cri de cœur des parents, mais aujourd'hui, il y a un contrepoids. Et ce contrepoids, il faut que les parents
et tous ceux qui sont de bonne volonté écrasent cela parce qu'ils ont assez volé, ils n'ont qu'à arrêter. Justement, la mise en œuvre des réformes du manuel scolaire qui impacte sur la rentrée scolaire 2018-2019, la majorité des éditeurs n'est pas encore prêt à mettre sur le marché tous les livres avant la rentrée scolaire. D'aucuns ont fait des prévisions que ce sera bien après la rentrée. Edmond Kamgia, comment appréciez-vous la gestion de cette réforme, les multiples retards et problèmes techniques qui se sont posés et qui ont été relevés sur ce plateau par Emmanuel Konkegwaba? D'abord, sur le fond, il faut apprécier la mesure qui a été prise par le chef du gouvernement, qui coiffe pratiquement la Commission nationale de suivi, d'évaluation de la politique nationale du livre, du manuel scolaire et du matériel didactique. Ces mesures fondamentales vont impacter, il me semble, le contenu et la qualité même des enseignements. On aura le temps d'évaluer cela. Parce que dans le passé, à travers la mafia, et je suis heureux de ce que M. Kounke ait abordé la question des réseaux. M. Sambaka a parlé de la mafia. En réalité, la mafia et les réseaux, ça se joint. Tous les deux, ça se joint. Dans ce qu'il convient d'appeler ceux-là même qui, pendant de longues années, ont nui d'une manière ou d'une autre à la qualité de l'enseignement au Cameroun. Parce que cette mafia et ces réseaux qui ont travaillé avec des lobbies pour imposer des ouvrages qui n'étaient pas forcément de qualité. Parce qu'à travers des méthodes de corruption, ils parvenaient à faire passer, à faire en sorte que leurs ouvrages soient disponibles dans les établissements privés comme publics, en dépit et en contradiction parfois avec les mesures gouvernementales. Aujourd'hui, nous espérons que ces mesures annoncées par le chef du gouvernement auront effectivement, nous le souhaitons, un impact sur le futur. Mais maintenant, il faut dire que ces mesures-là, qu'on ne peut pas appliquer de manière effective aujourd'hui dans cette rentrée, qu'est-ce qui peut nous garantir que la qualité quand même des programmes dont a parlé M. l'inspecteur national, que les programmes, que les enseignants vont assurer la mise en œuvre de ces programmes malgré le retard dans la disponibilité des manuels scolaires? Ça, c'est une interpellation aux enseignants. Autant ils ont cette opportunité qui leur est offerte enfin de ne plus être dans une situation d'embarras. Parce que lorsque les livres changeaient d'une année à une autre, c'était difficile d'avoir une cohérence même dans la préparation des enseignements pour leurs élèves et pour leurs étudiants. Aujourd'hui, ils ont la possibilité d'avoir une cohérence sur un long terme dans le suivi de leurs élèves. Mais je dis, il faut interpeller les enseignants aujourd'hui. Mais il faut les réarmer moralement aussi. Renforcer leurs capacités. Faire en sorte qu'ils soient suffisamment motivés pour donner le meilleur d'eux-mêmes aux enfants qui n'auront pas à temps les manuels scolaires. Et ça, je m'adresse à mon ami, M. Konkegwaba. Justement, sur cette question du manuel scolaire, vous qui êtes également enseignant, il y a un problème qui peut se poser. Est-ce que les élèves n'ayant pas de manuel scolaire, si la situation perdure, comment vont-ils suivre les cours dans ce contexte? Comment vont-ils effectuer les exercices pratiques pour pouvoir davantage comprendre les leçons qui leur sont données? Est-ce que ce n'est pas aussi un impact que ce retard dans la disposition des manuels, dans la disponibilité des manuels scolaires peut avoir sur la performance des élèves au cours de l'année? Et c'est pour cela que je disais que la bataille est fondamentalement dans le camp des enseignants. Il faut qu'ils soient véritablement patriotes. Il faut qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, la qualité des résultats que l'on obtiendra après les examens de fin d'année sera le résultat du travail proprement dit des enseignants, mais encadré, accompagné par les responsables d'établissement. Parce que si les cours qui sont basés sur les programmes bien précis ne sont pas dispensés de la meilleure des façons qui soient, de manière pédagogique, pour que l'élève du primaire comme du secondaire puisse s'approprier ces enseignements-là, parce que les manuels n'existent pas, parce que les manuels ne sont pas là. Et il faudrait donc qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est pour cela que j'interpelle le ministère des enseignements secondaires. Il faut booster le moral
booster Justement, les avant la réaction capacités des enseignants. d'Emmanuel Kunkegwaba, j'aimerais que Maître Adeline Ndjongan puisse aussi se prononcer sur cette situation du manuel scolaire. Il y a déjà de nombreux parents qui font le tour des librairies. Nous sommes à une semaine de la rentrée. Les enfants n'ont pas encore à leur disposition tous les manuels scolaires. Certes, les programmes existent. Comment appréciez-vous cette situation, cette rentrée à plusieurs vitesses qui s'annonce? Je voudrais d'abord indiquer que cette semaine, j'ai suivi lors du journal et certains reportages des éditeurs se plaignent du fait de l'absence de communication, de l'information même tardive du ministère et même de la validation tardive des manuels. Et comme tout à l'heure, il a si bien relevé, il a dit qu'il y a un problème de réseau. Mais il faudrait aussi interpeller la conscience de tous ces gouvernants. Parce qu'on ne peut pas prendre en otage l'avenir de nos enfants, l'éducation des enfants, sous le simple prétexte des réseaux et, comme on a dit tout à l'heure, de la mafia. Le manuel qui ne soit pas là, comme il a dit, on commence d'abord par le programme. Mais le manuel est important. Important parce que le programme est là, mais pour mieux l'implémenter, ça travaille aussi le manuel. Ça travaille le manuel que l'enfant effectuera ses exercices, pratiques et autres. Et il faudrait que ça travaille ce manuel qui fera des lectures pour mieux compléter même des cours et autres choses qu'il n'aurait pas compris. Et penser que le manuel viendra après et que ça n'est pas grave, comme l'a souligné M. Kunkegwaba, je pense qu'il y a un problème. Et un problème parce que ça aussi c'est une autre bataille. Il faudrait que les enfants aient le manuel, qu'ils aient le manuel scolaire. Et aujourd'hui, je pense même qu'avec la mondialisation et tout ce qu'il y a aujourd'hui, il faudrait même penser à la confection du manuel numérique. Parce que si on était arrivé à ce stade-là, on aurait très peu de problèmes et aujourd'hui ça aurait été plus vite. Parce qu'aujourd'hui, il faut éditer autre et l'éditeur vous dit, je prends 1 mois et demi parce qu'il faut faire empaqueter. Comme il a dit, ça se fait à l'extérieur alors que nous-mêmes, nous pouvons produire ces manuels ici et ça aurait facilité les choses. Qu'on aille jusqu'en Inde, c'est pénible aussi. Et il faut penser à une véritable réforme du système éducatif. Emmanuel Kunkegwaba, sur cette question du manuel scolaire, vous l'avez dit, cette année, ce sera très compliqué. Néanmoins, le manuel est disponible pour 6 ans, désormais, avec la dernière réforme du chef du gouvernement au sujet du manuel scolaire. Mais la situation de la rentrée scolaire, là, dans une semaine, comment doit-elle être gérée? Non, je pense que ne faisons pas de la sorcellerie, faisons du journalisme, les faits. Ce que nous disons, c'est qu'à ce jour, 26 août, nous sommes le 26 août, tous les livres ne sont pas disponibles. Mais si vous dites que le 3 septembre, il n'y aura pas de livres, là, ça devient la sorcellerie. Donc moi, je souhaite qu'on travaille sur les faits. Donc nous disons que du fait qu'à ce jour, le 26 août, tous les livres ne sont pas disponibles, nous sommes donc en train d'interpeller et l'État et surtout les éditeurs. Parce que l'État a fini son travail. C'est-à-dire choisir, c'est-à-dire décider qu'il n'y ait plus 50 livres. Bon, j'exagère un peu. C'est-à-dire vous n'aurez plus un enfant de l'école primaire qui va avoir le dos courbé ou cassé parce qu'il transporte tout un sac de livres. L'État a déjà résolu ce problème. Maintenant, l'État a également résolu la question du coût. Ça veut dire quoi? Lorsque vous allez désormais en librairie ou au marché, vous ne demandez plus au libraire. Je pense que ça fait 20-30 ans qu'on n'a pas eu ça. Vous ne demandez pas au libraire quel est le prix du livre de mathématiques, de français ou d'anglais. C'est vous qui donnez le prix. Parce que au niveau de la réforme, on a pris en compte le prix du manuel. Et ce prix a été fixé de commun accord entre la commission et les éditeurs. C'est pour ça que il y a une dame, par exemple, qui m'a dit qu'elle ne peut plus tricher. Parce que par le passé, une dame m'a dit, on disait simplement à l'époux, donnez 150 000, c'est terminé. Parce que lorsqu'on regarde la liste des livres, on voit 2500 francs pour le livre de mathématiques, 3100 francs pour le livre de français, ainsi de suite. Et à la fin, on totalise, ça donne peut-être 30 000 ou 40 000. Vous ne pouvez plus dire, ça coûte 100 000 comme par le passé ou 150 000. Donc, c'est pour dire que, une fois que ces mesures sont mises en œuvre, les éditeurs qui ont passé les commandes
Parce que quel que soit ce qu'on va faire, même si nous insultons le président de la République, il n'y aura pas de livre. Parce que ces éditeurs qui ont passé les commandes en Inde pour certains, peut-être en Turquie pour d'autres, si la commande prend 1 mois pour le transport par bateau, on ne peut pas faire une magie pour que ça prenne 2 semaines. Et comment se gère une Ce qui rentrée va donc se passer, Justement. c'est qu'en plus de la belle décision et des belles mesures du Premier ministre, chef du gouvernement, et qui sont scrupuleusement implémentées par les 2 ministres, ministre de l'enseignement secondaire et ministre de l'éducation de base, parce que le ministre de l'enseignement secondaire a également envoyé un communiqué au chef d'établissement pour leur dire, attention, l'homme ou celle qui va tenter de prendre un autre livre, autre, parce que par le passé, vous avez parlé de mafia, il y avait aussi des enseignants qui, en plus des livres officiels, proposaient à leurs élèves des livres complémentaires en fonction de certains intérêts. Là, le ministre des enseignements secondaires a dit, attention, le chef d'établissement ou l'enseignant qui osera choisir un livre autre que celui qui a été retenu par la commission, et là, il payera pour son compte. Je pense qu'elle a commencé à montrer la couleur. Vous avez suivi depuis quelques jours la nomination des délégués régionaux, avec 7 délégués régionaux qui sortent sur 10. 70% de remplacement. Ça veut donc dire que ceux qui tenteront de ne pas appliquer fermement ces mesures seront tout naturellement sanctionnés pour le bonheur des parents. Maintenant, ce qui est fondamental, et pour chuter sur ce point, c'est que il est question pour l'État du Cameroun de mettre sur pied une politique de production des manuels scolaires. Parce que cette question-là n'a pas été abordée. La question du choix, la question de la qualité et la question de la quantité, ces questions-là sont résolues. Il reste donc la question de la chaîne de production. C'est-à-dire qu'il est question que sur le plan local, il y ait des industries capables de produire des manuels scolaires et actuellement rencontrer les éditeurs et vous diront ce n'est pas possible. Au Cameroun, aujourd'hui, il n'y a pas d'industrie. Voilà donc les opérateurs économiques qui ont un chemin libre. Voilà donc un chemin, j'allais dire, un espace vierge. Le livre, c'est des milliards et des milliards. Voilà donc un espace vierge qui est accordé aux opérateurs économiques pour créer des grandes imprimeries capables de produire. En attendant cette production de manuels scolaires, lors de la rentrée, avec des élèves dans une classe dont tous ne disposent pas des livres pour suivre les cours de l'enseignant, comment est-ce que ça va se passer concrètement? Ce qui va se passer, c'est que les enseignants feront comme par le passé. C'est-à-dire que par le passé, on n'a jamais eu une école camerounaise où 100% d'élèves avaient tous les livres. Ça n'existe pas au Cameroun. Ça veut dire quoi? Il y a des parents qui n'arrivent pas à avoir le manuel. Il y a des enfants qui n'arrivent même pas à s'acquitter de leurs frais de scolarité. Ça veut tout simplement dire que les enseignants vont travailler comme par le passé. Et comme j'ai bien précisé tout à l'heure, peut-être madame ne m'a pas très bien suivi, je n'ai pas dit que le livre n'était pas important, puisque c'est quand même ma tasse de thé et mon repas, matin, midi, soir, les manuels scolaires et la pédagogie. Donc, ce que j'ai dit, c'est que l'enseignant utilise le programme officiel. Et contrairement aux élèves, lui, il utilise 3, 4, 5 livres. L'enseignant qui utilise un seul livre est un mauvais enseignant. Là, c'est l'inspecteur qui parle. Donc, l'enseignant a le programme officiel. L'enseignant utilise 3, 4, 5 livres pour faire sa préparation. Donc, l'enseignant n'a pas besoin du livre qui vient de l'Inde. Il a son programme et sur la base de son programme, il travaille avec les manuels, il va sur Internet, il va partout et dans les bibliothèques. Maintenant, l'élève. L'élève, ce qu'on conseille aux élèves qui n'ont pas de livre, et c'est ce qu'on va faire dès le 3 septembre. Si le 3 septembre, il n'y a pas tous les livres, mais nous espérons qu'il y aura les livres. Donc ce qui va se passer, et même s'il y a les livres le 3 septembre, je dis bien que 100% d'élèves camerounais ne disposeront pas du manuel scolaire, malheureusement, du fait que beaucoup de parents n'arrivent même pas à s'acquitter des frais de scolarité. Donc, ce que les enseignants font, c'est quoi? Ils demandent aux élèves de se mettre en groupe et de travailler. Ils demandent à certains d'aller à la bibliothèque de l'école, parce que dans les écoles publiques et privées, il y a des bibliothèques scolaires pour permettre aux enfants qui n'ont pas de moyens d'avoir le manuel scolaire, ce n'est pas de leur faute, c'est la faute peut-être des parents qui n'ont pas de moyens, d'aller s'approvisionner en bibliothèque. Tout naturellement, notre souhait, c'est que dès lundi, demain, dès mardi, que les parents, comme disait tout à l'heure le président Sambaka, parce qu'il y a des parents qui ont de l'argent, il y a des parents qui ont pris l'argent dans la tontine ou même dans les banques, les crédits scolaires, et qui n'attendent que les manuels scolaires pour les acheter et être dans les conditions idoines. Parce qu'en fait, un élève sérieux, un élève qui veut aller loin, doit avoir le manuel scolaire et mieux.
Et mieux, en plus du manuel scolaire officiel, un bon élève, comme nous l'avions fait il y a 20, 30, 40 ans, doit avoir 3, 4, 5 livres supplémentaires, surtout ceux qui sont dans les classes d'examen. Merci pour faire précision, justement. Pour agrandir son champ de recherche. Et son Merci champ Emmanuel Kunke-Gwaba pour toutes ces précisions. Vous qui êtes bien sûr inspecteur pédagogique national, analyste de l'éducation, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau pour évoquer ce chapitre. Parlons à présent de cette campagne présidentielle à venir. L'éducation sera certainement l'un des sujets majeurs à aborder, mais dans quel contexte? Avec ces régions anglophones en proie à l'insécurité, selon des journaux d'expression anglaise, le chef de la délégation permanente du RDPC dans la région du Nord-Ouest a déclaré qu'il n'y aura pas de grand meeting du RDPC en raison de ces tensions sécuritaires. Il y aura d'autres stratégies qui vont être mises sur pied. Le Premier ministre Philemon Yang qui a déclaré qu'il n'est pas prêt à payer des rançons en cas d'enlèvement des militants du parti au pouvoir durant la campagne présidentielle. Cette campagne également vous concerne, Cyril Sombaka, vous qui êtes vice-président et l'un des soutiens du candidat Ndamjoya à cette élection présidentielle. Est-ce que vous allez vous retrouver dans les régions anglophones pour battre campagne dans ce contexte? Ben, ce que je veux dire, c'est que c'est dommage que nous soyons en train d'aller à des élections présidentielles dans des conditions comme celle-là. Le Premier ministre y est allé. Je crois que ce qu'il a dit, c'était une façon de dire qu'il n'y a pas de possibilité de battre campagne là-bas. Quant à nous, nous avons nos représentants, nos dirigeants du parti là-bas. Rien qu'à la description de comment ça se passe là-bas, nous ne pensons pas qu'il soit possible de battre campagne là-bas. Ensuite, je crois qu'en dehors du chef de l'État, aucun autre candidat n'a une voiture blindée. Donc il faut en tenir compte. C'est pour cette raison qu'on avait eu l'espoir qu'avec le cardinal Toumi, il y aurait pu avoir une concertation qui allait permettre de mettre entre parenthèses, puisqu'il s'agit d'un problème national, afin que les gens puissent aller voter. Mais quand bien même les gens peuvent aller voter, ils sont combien? Encore là, il y a des problèmes parce qu'il y a énormément de déplacés, il y a énormément de réfugiés, et beaucoup ne vivent plus chez eux, ils sont en brousse. Je ne sais pas si dans ces circonstances-là, ils se rappellent de là où se trouve leur carte d'électeur. Je ne sais pas comment on va inventer n'est-ce pas, un Elecam, parce que ça n'existe plus là-bas. Quand on a vu tout cela, on doit se poser la question de savoir quel est l'agenda caché. Parce qu'en réalité, dans une zone, dans 2 zones où on ne peut pas voter, si demain il y a des résultats, ces résultats ne seront pas fiables. Parce qu'il n'y a pas eu pacification, les gens ne se sont pas levés d'eux-mêmes pour aller voter. Donc, en conclusion, ce sont des zones qui n'auront pas la possibilité de s'exprimer. Si les déplacés essayent de s'inscrire au niveau de l'ECAM, là où ils se trouvent, ça veut dire qu'ils ont la volonté d'aller voter. Mais est-ce que l'ECAM est capable de faire tous ces transferts? Ça, c'est la question fondamentale. Justement, on en parlera dans cette émission. Maître Adeline Diomgan, sur cette situation sécuritaire et ce climat sociopolitique dans les régions anglophones, comment le SDF se prépare pour la campagne de son champion pour cette élection présidentielle? Déjà, pour la campagne dans ces 2 régions, nous estimons que ça serait très compliqué. Compliqué à cause de la crise et des escalades dans ces 2 régions. Et comme tout à l'heure on l'a bien indiqué, il y a plein de déplacés internes et même des réfugiés. Mais seulement par rapport au problème des déplacés internes et des réfugiés, on a eu des cas de ceux par exemple qui sont inscrits, qui étaient préalablement inscrits sur les listes électorales, qui ont par exemple même leur carte, mais qui se retrouvent dans la zone francophone et
On se demande bien comment est-ce que ceux-là pourront accomplir leur vote, puisqu'ils ont quitté leur région à cause des tensions et des tensions de guerre, des foyers de guerre installés dans leur localité, pour se retrouver dans les zones francophones. Comment ces personnes pourront-ils exprimer leur devoir civique alors qu'ils ont leur carte d'électeur dans la zone francophone, parlant des déplacés internes? Pour des réfugiés qui sont au Nigeria, nous nous posons encore la question, comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir voter? Est-ce que l'ECAM va prendre des mesures adéquates et fiables pour que ces réfugiés qui sont à l'extérieur puissent accomplir le devoir civique? Il y a tout un point d'interrogation. Et à ce titre, il faut le souligner ici, les responsables du Social Democratic Front dans la région du Nord-Ouest ont tenu une réunion avec le gouverneur et les CAM la semaine passée à Bamenda. Et lors de cette réunion, le gouverneur a décidé qu'il fallait réduire le nombre de bureaux de vote. Grande a été notre surprise parce que nous nous sommes demandé pourquoi réduire ces bureaux de vote. On les réduit pour les mettre où? Il a dit il faut réduire, il faut créer d'autres bureaux de vote. Et nous nous sommes demandé si le gouverneur maintenant était devenu l'organe en charge de l'élection. Et si c'est le gouverneur qui mettait des bureaux de vote en place. Donc la situation dans ces deux régions crée un sérieux problème et il y a tout un point d'interrogation parce qu'on a l'impression qu'à un moment donné, même l'administration se met dans une situation de violation de la loi et dans l'illégalité totale. Justement, sur cette question, professeur Charles Pascal Msanga-Nyamding, bonjour. C'est Charlemagne. Charlemagne Pascal Msanga-Nyamding, bonjour. Merci. Bonjour, bonjour. Vous êtes le membre titulaire du comité central du RDPC, oui. Le parti au pouvoir qui lui aussi a revu sa stratégie de campagne dans la région du Nord-Ouest à la suite d'une réunion de travail menée par le président de la délégation permanente régionale pour le RDPC, oui, le Premier ministre. Premier ministre Philémon Yang, qui a dit qu'il n'y aura pas des grands meetings comme c'était le cas dans les années antérieures en raison de l'insécurité dans ces régions anglophones. Quelle est votre analyse de la situation à quelques semaines de cette campagne électorale? D'abord, il faut dire que c'est une situation difficile que nous déplorons tous. Je partage totalement le point de vue, y compris de Madame la représentante du SDF ou de Sambaka. C'est une situation très difficile et insupportable. Vous savez, lorsque vous avez un beau pays comme le Cameroun, qui est détruit du jour au lendemain pour des raisons indiquées, personne ne peut accepter cela. Alors concernant effectivement la situation sécuritaire, vous savez, en période de crise, je dirais même, et parfois de guerre, il y a des stratégies qu'on ne devrait pas dévoiler. Tout simplement parce que nous, au RDPC, d'abord, nous comptons sur un dialogue inclusif. Inclusif d'abord entre nos partenaires de l'opposition, l'État, à l'effet de voir comment est-ce que, malgré tout, on pourrait organiser le vote là-bas. Et deuxièmement, il faut aussi dire, je vais terminer là-dessus, que lorsque vous êtes en situation de crise, vous avez en face les agents de la déstabilisation qui nous suivent. Ils nous suivent ici et ils écoutent, ils regardent tout ce que nous voulons dire. Et à un moment donné, nous ne pouvons pas tout dévoiler. Mais une chose est sûre, le RDPC est le parti qui a le plus subi de dégâts. Parce que voyez-vous, le Nord-Ouest, c'est 35 000 électeurs pour le président de la République. Ça aussi, il faut qu'on le dise. Vous savez, les gens vous disent qu'ils vont en campagne, ils vous disent qu'ils vont aux élections. Quand nous leur disons qu'avec 8 candidats face à notre champion, ils ne peuvent pas gagner, ils vous disent qu'ils peuvent gagner, on leur demande comment, mais nous essayons quand même de démontrer. Mais le RDPC n'a pas pu tenir des meetings depuis 2016 dans les régions anglophones, principalement à Bamenda, où il y a eu une levée de boucliers observée chez les populations. Est-ce que vous êtes prêt à y retourner? Pour des raisons évidentes. Pour des raisons évidentes de sécurité, nous avons une stratégie. C'est pourquoi je vous démontre, au-delà de Bamenda, que nous sommes les premiers perdants. Vous savez, dans mon village à Yabassi, lorsqu'on vous dit par exemple que nous donnons 98% au président de la République, c'est 20 à 25 000 voix. Mais au nord-ouest, au sud-ouest, lorsqu'on vous dit que le président de la République a engrangé 40%, c'est quand même 35 000 voix.
N'oubliez pas que l'élection présidentielle, c'est une relation entre un homme et un peuple. Donc ça veut dire que nous sommes très préoccupés par cette situation. Alors pour terminer, je démontre qu'à partir de là, nous pouvons comprendre que lorsqu'en face nous avons 8 candidats, alors qu'en 2011, mon candidat, le président Paul Biya, a engrangé à peu près 3500 voix, ça il faut le dire, et qu'aujourd'hui il est quand même inscrit 6500 à 7000 électeurs, vous voyez que ceux qui viennent en aventure dire qu'ils vont gagner cette élection se trompent un peu, même si je déplore ce qui se passe aujourd'hui au nord-ouest et au sud-ouest. Edmond Kamdia, sur le climat sociopolitique qui impacte déjà en cette période de pré-campagne électorale, la campagne elle-même qui s'annonce bien difficile. Vous avez suivi sur ce plateau les différents représentants des candidats à cette élection présidentielle. Comment cela va se dérouler? Qu'est-ce que vous entrevoyez vous-même? On le voit très bien, les représentants, en tout cas les responsables politiques sur ce plateau, ont suffisamment témoigné de la difficulté à organiser les élections dans le contexte sociopolitique actuel dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je vais surtout revenir sur ce que ELECAM pense de l'organisation de ces élections dans ces deux régions. Ils ont beaucoup parlé des centres de vote qui pourraient être créés pour suppléer, pour donner la possibilité à la plupart des personnes inscrites sur les listes électorales dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de voter. Sauf que quand ils parlent de centres de vote, ils ne sont pas assez clairs. Ils ne disent pas comment vont s'organiser les centres de vote, c'est-à-dire des centres de vote organisés sur la base sécuritaire, c'est-à-dire des centres qui pourraient être contrôlés par les forces de sécurité pour encadrer non seulement les personnels de l'ECAM, mais également les électeurs et tous ceux qui viendraient là-bas pour voter dans les urnes. Il est important et il est urgent que toutes les personnes ressortissantes, tous les Camerounais des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui sont inscrits sur les listes électorales puissent, s'ils le désirent, s'ils le veulent, aller voter. Parce que ne pas leur donner la possibilité de voter serait une erreur grave. Ce serait entériner l'idée selon laquelle cette partie du pays rentre dans ce que ceux qui se prétendent être des ambazoniens disent depuis si longtemps, que cette partie du pays leur appartient et non pas à la République. Donc il est fondamental. Et là, c'est un appel que je lance, n'est-ce pas, au gouvernement et à ELECAM, qu'il ne faudrait pas qu'on reste dans les discours, de dire oui, on aura des centres de vote, oui, ils vont voter, mais il faut qu'on sorte de ce flou artistique, qui veut qu'on ne dise pas exactement ce qui va se passer. Je comprends le professeur Messanga Nyamdim, lorsqu'il dit on ne peut pas tout dévoiler, toutes les stratégies, qu'il ne faut pas tout, je le comprends, mais en même temps, on a un devoir d'expliquer aux populations concernées comment est-ce que vont se dérouler les élections sur le terrain, mais aussi aux acteurs majeurs, aux différents candidats à l'élection présidentielle. Cela leur permettrait, lors des 2 semaines de campagne électorale, de savoir comment est-ce qu'ils vont se déployer sur le terrain, si tant est qu'ils vont pouvoir se déployer sur le terrain et dans quelles conditions. Et il faut le dire, chaque fois qu'il y a campagne électorale, il faut que les moyens de chaque candidat soient les mêmes. Il faut qu'il y ait équité. Si le chef de l'État va descendre sur le terrain dans le cadre de cette campagne avec un véhicule blindé, il faudrait que les 8 autres candidats descendent sur le terrain avec un véhicule blindé. Sinon, il y a disproportion, et il y a inégalité, il y a inéquité. Et le public comprendra que avant même d'aller voter, le gouvernement aura mis tous les moyens pour un seul candidat et pas assez de moyens sécuritaires pour les autres candidats. Il faut que ce message, il faut que les autorités concernées le sachent. En ce qui concerne ELECAM comme le gouvernement, il faut que les candidats aient les mêmes moyens dans toutes les parties du pays. Il y a le financement. Le financement est équitable. Oui. Mais il faudrait également que les moyens sécuritaires soient équitables pour chaque candidat. Sur les conditions justement d'organisation de cette campagne électorale et organisation du vote dans ces régions anglophones, Cyril Sambaka, vous avez suivi ici sur ce plateau les propositions faites par ELECAM, les mesures prises par l'organe en charge des élections pour créer des centres de vote
pour essayer de réduire le nombre de votes dans les localités les plus sensibles en matière d'insécurité dans les régions anglophones. Est-ce que ces mesures, pour vous, peuvent garantir un bon déroulement du scrutin, peuvent garantir une campagne électorale équitable pour tous les candidats dans ces régions-là? Oui, j'ai un petit retard parce que j'étais en train de vérifier si c'est une mission qui est dévolue à Elecam ou alors c'est quelque chose de consensuel que les différents candidats devraient s'asseoir autour d'une table pour décider comment est-ce que ça allait se faire. Je pense qu'il faut faire attention avec le dictat. Le dictat ne donne plus de solution. Il faut se concerter. C'est pour ça que nous, à l'UDC, on dit le Cameroun par tous et pour tous. Il faut que désormais, qu'on sache que c'est de la manière participative que naît le consensus. Et que le consensus, c'est ça qui doit nous guider dans tout ce que nous faisons en politique. Là, vous me dites, et moi je l'ai appris, je me suis dit, c'est une fuite en avant. Parce que je ne sais pas si c'est quelque chose qui devait passer à l'Assemblée nationale pour être adopté. Je ne sais pas si c'était une concertation entre les différents candidats pour que nous puissions arriver à cela. Donc je dirais tout simplement que l'expérience que j'ai des élections au niveau du Cameroun et depuis 1992 me montre que chaque fois on nous dit il y a une solution, ça va s'arranger, et puis le jour là, il y a des problèmes. Le Cameroun a suffisamment de tension pour qu'on vienne en ajouter. Le consensus existe. Concertez-vous. Il faut que les gens se concertent. Il ne faut pas qu'on nous décrète que Elecam va faire des bureaux de vote par-ci, par-là, et qu'après, c'est sujet à contestation. Parce que si ce n'est pas quelque chose qu'on a de commun accord convenu, alors ça sera une voie de discorde. Et Dieu seul sait si les Camerounais ne sont pas suffisamment touchés pour qu'une autre crise vienne s'ajouter. Vous savez, les élections en Afrique, c'est des crises partout. Même quand il y a des élections à 2 tours, on voit encore des gens contester, etc., etc. Combien de fois si les conditions ne sont pas réunies, si le consensus n'est pas trouvé? Donc toutes ces choses-là doivent nous appeler à réfléchir. C'est pour cette raison que j'ai dit, ce sont des élections de tous les dangers. Il faut qu'on les évite, maintenant qu'il est temps. Et je me rappelle qu'il y a 2 ans, on parlait comme ça aussi ici autour de vous, pour dire qu'il faut trouver des solutions rapidement. Les crises, ce n'est pas bon parce que ça va crescendo. Je vous donne un petit exemple. J'ai vu sur les images à Washington, à la Maison Blanche, un monsieur qu'on appelle Mola Njo Litumbe, 94 ans. Je me rappelle qu'en 91, j'ai fait 2 missions faites envoyées par le président Damjoya à Boya. C'est ce monsieur, un grand aristocrate. Ce monsieur, c'est eux qui avaient accepté la décentralisation à la tripartite. Hein. Ils avaient sacrifié la revendication de 2 Cameroun. Alors ce monsieur n'arrive plus à vivre chez lui, il va vivre aux États-Unis. Il devient sécessionniste, il ne l'a jamais été. Donc il faut faire attention. Il faut résoudre nos problèmes. C'est pour ça que j'ai dit, même ces élections au sud-ouest et au nord-ouest, il faut que les candidats s'asseyent, pas les représentants des candidats. Je dis bien les candidats pour qu'ils conviennent de quelque chose. Je pense que ce serait plus sensé et ce serait plus honnête. Justement, cette proposition que vous venez de faire, professeur Messanga Nyamding, sur l'enjeu de la concertation entre candidats à cette élection présidentielle, Elecam et l'administration afin de trouver les conditions idoines pour l'organisation à la fois de la campagne électorale, mais aussi le bon déroulement du scrutin. Qu'en pensez-vous? Oui, moi je pense comme Madame Djomgan du SDF. Je crois que vous voyez qu'on peut arriver à des consensus au RDPC qui a reconnu ici qu'il y avait un dialogue avec monsieur le gouverneur. Je crois que ici les stratégies nous concernent tous. Maintenant, je ne comprends pas où c'est de la provocation de la part de monsieur le vice-président de l'UDC qui dit concertation entre les candidats. Je ne sais pas pourquoi vous voulez tant toujours causer avec notre candidat. Mais bon, on m'a dit à la télévision nationale que je n'étais pas candidat. Ouais. Et on m'a conduit. Moi, mon candidat, le président Paul Biya,
que nous soutenons et que nous protégeons comme un œuf n'a pas besoin de vous voir maintenant. Et ça, je voudrais aussi vous rassurer. Il se prépare, nous sommes en train de le mettre en condition physique pour la bataille sur le terrain. Maintenant, si vous voulez vous frotter à nous pour le salir ou pour nous souiller, parce qu'à un moment donné, nous avons des grandes idées que vous voulez copier comme vous le faites souvent, je vous garantis, oui, en fait, je vous garantis d'avance que dans notre stratégie, état-major communicationnel et stratégique, notre candidat n'a pas besoin de ça. Il sait que l'élection présidentielle est transpartisane. Il sait qu'on a un appareil qu'on appelle le RDPC qui va jouer pleinement son rôle. Et puis enfin, il sait que l'élection présidentielle, c'est une relation entre un homme et un peuple. Nous préparons à tout expliquer au peuple. Alors maintenant, si vous voulez nous voir, c'est vrai que vous admirez tant le président. La proposition concernant trouver un consensus, trouver ensemble des solutions à ces problèmes d'insécurité afin de battre campagne et de pouvoir justement encourager les Camerounais à aller voter le 7 octobre 2018 dans ces deux régions-là. Votre préoccupation par contre est juste, tout simplement parce que il faut rappeler aux représentants de l'UDC que l'organisation de l'élection, ce n'est pas le président Paul Biya. Il y a un certain nombre d'instruments qui nous permettent de mener une réflexion. Et il y a un certain nombre de partenaires. Il y a Elecam, il y a effectivement l'État, parce que lorsque le président va aux élections, ce n'est pas le président de la République, c'est le candidat du RDPC. Et puis il y a ce qu'on appelle une tripartite qui peut être menée entre les représentants des partis politiques et l'Écam, et puis le gouvernement, c'est-à-dire l'État qui garantit encore jusque-là, au regard de ses prérogatives, un certain nombre d'indicateurs sécuritaires. Il est clair que, vous voyez que là, vraiment, je partage le point de vue ici initié par madame la représentante du SDF, madame Dionga, qui, je pense comme elle, qu'avec le gouverneur, ou à chaque échelle, à l'échelle du département ou des régions, nous allons toujours nous mettre en osmose avec les forces de défense et de sécurité, y compris les autorités qui peuvent garantir une certaine sécurité. Et je pense que ce n'est qu'à ce prix qu'on pourra voir stratégiquement, et j'insiste là-dessus, il ne faut pas tout dévoiler ici parce qu'on a les ennemis de la nation. Qui ne sont pas des patriotes, des gens qui ne croient pas à ce pays. Je connais Sambaka, très patriote, et qui ne devraient pas ici dévoiler tout, parce qu'à côté, ils nous écoutent à l'effet de nous donner des réponses négatives. Moi, je pense qu'on l'a vu en Afghanistan, on l'a vu dans plusieurs pays en guerre, on l'a récemment vu au Mali. On peut organiser des élections pour peu qu'on soit tout simplement déterminé à encadrer l'élection telle que nous sommes en train de le faire. Maître Adeline Diongansur, c'est nécessité pour les candidats de se rencontrer, de discuter avec Elecam, discuter avec le gouvernement, de trouver des solutions consensuelles afin que cette campagne électorale puisse se tenir à travers le triangle national et assurer un bon déroulement du vote dans les régions et les localités en proie à des conditions insécuritaires. Sur cette question, je pense que la nécessité est là aujourd'hui. Et il faudrait au moins que tous les candidats puissent s'asseoir autour d'une table et de manière consensuelle se concertent et décident ensemble de ce qu'il y aura lieu de faire. Parce que tout à l'heure, M. Messanga Nyamdim a évoqué le problème du gouverneur. Ça veut dire qu'il m'a mal suivi. J'ai dit le gouverneur de la région du Nord-Ouest convoque une réunion, convoque les CAM, et nous sommes aussi appelés à cette réunion. Mais malheureusement, à cette réunion, nous sommes quand même surpris de voir que c'est le gouverneur qui donne des directives et dit comment est-ce que les choses vont se dérouler. Et nous leur disons non. C'est l'ECAM qui est l'organe en charge de l'élection. C'est un organe indépendant. Et s'il est indépendant, c'est l'ECAM qui doit mener les actions. Parce que quand on prend le code électoral, que ce soit la commission de révision des listes, la commission de contrôle de distribution, même des cartes, même la commission locale de vote, c'est l'ECAM qui est l'organe en charge de l'élection. C'est l'ECAM qui est en charge et nous, l'administration, les autres acteurs, les intervenants, les partis politiques, vous venez et vous le faites avec l'ECAM. Mais c'est l'ECAM qui est en charge. On peut parler ça, nous pouvons parler, nous asseoir à une réunion et c'est monsieur le gouverneur qui nous donne les directives, alors que l'ECAM est là. Là, il y a un problème. Et c'est la raison pour laquelle, même si l'ECAM, même si pas extraordinaire, et l'ECAM décide, comme ils ont décidé à Bamenda, de dire qu'ils vont délocaliser certains bureaux de vote, réduire le nombre de bureaux de vote et autres, mais nous sommes demandés par quelle alchimie
comment est-ce que vous le ferez? Comment est-ce que vous procéderiez à cette réduction? Dans le cas de Bamenda, il y a eu un cas patent, et ça je vais le dire ici, dans la zone de Woum, qui est une zone très enclavée. Vous avez une localité là-bas, Fouawa, où pour quitter de là et venir, où est-ce qu'on veut délocaliser maintenant le bureau de vote, le lecteur a 3 heures de marche. Alors que dans cette zone, vous n'avez pas de voiture. Le gars est obligé d'aller en moto. Et comme c'est une zone de tension, parfois les motos, on n'en a pas. Ça veut dire qu'on veut délocaliser et mettre à 3h30 de route de marche à pied pour les lecteurs. Alors qu'il y a des populations là-dedans. Et nous avons dit non, c'est pas possible. Il faudrait que tous les acteurs se mettent sur une table et enfin discutent ensemble de ce qu'il faut faire, ce qu'il y a mieux de faire. Et nous avons évoqué le problème des réfugiés qui sont au Nigeria. Comment est-ce qu'ils vont exercer leur devoir civique? Parce qu'à un moment donné, on nous dit on verra, mais on met les bureaux de vote quand? Parce que même le réfugié, il a un statut particulier. Il est protégé par des conventions qui ont été ratifiées par le Cameroun. Et il faudrait qu'on pense comment est-ce que lui va accomplir ce devoir-là. Il ne faudrait pas aussi l'oublier. Donc, moi, j'appelle à la concertation et que tous les acteurs politiques, l'administration et les CAM se mettent ensemble et trouvent des moyens, des voies et des moyens pour pouvoir gérer le problème du vote lors de ce scrutin. L'équation du vote et les zones d'ombre, Oui, avant s'il vous plaît, je voulais apporter vous une en prie, précision. avant que vous ne réagissez, permettez d'abord à Edmond Non, mais Kambia vraiment, c'est de une seconde. s'exprimer. Hein. Une seconde, comme c'est interactif. Ouais. Je voudrais préciser à madame la représentante du SDF, madame Djomgan, que elle répète ce que j'ai dit en réalité. Lorsque vous évoquez l'ECAM, l'ECAM est reconnu comme organisateur des élections. Mais l'ECAM ne peut pas garantir la sécurité, ce n'est pas son rôle. Vous êtes avocate. Vous connaissez d'ailleurs les conditions dévolues, les missions dévolues à l'ECAM. Il faut préciser à ceux qui nous écoutent que l'ECAM n'a pas pour vocation de garantir la sécurité. Et sur ce point bien précis, il faut donc tenir compte des déploiements de l'État, notamment à l'échelle régionale, qui est le gouverneur, qui va organiser ça avec les différents représentants des partis politiques. Donc c'est dire qu'en réalité, nous ne sommes pas en contradiction. L'équation nous confirmons du vote à résoudre dans ces régions anglophones entre l'administration territoriale et les CAM, les forces de sécurité et les différents candidats à cette élection présidentielle. Edmond Kambia, comment vous entrevoyez une résolution d'une telle équation au regard des récriminations posées ici, des appréhensions soulevées par le SDF concernant le regard un peu trop présent, selon le SDF, de l'administration territoriale sur la centralisation de certains bureaux de vote? Il faut dire que les partis politiques, et notamment le SDF, qui se plaint de cette situation, est légitime dans son fondement. Parce que c'est autant le gouvernement a le devoir d'assurer la sécurité des citoyens, autant les partis politiques impliqués dans la campagne électorale pour l'élection présidentielle ont le devoir d'exiger que tout se passe dans des conditions normales. Cela dit, il faut maintenant, et je suis d'accord avec ceux qui le pensent, une véritable concertation entre les différents acteurs impliqués, à commencer par l'ECAM, qui doit prendre l'initiative parce que c'est l'ECAM qui est l'organe chargé d'organiser les élections. Et l'ECAM est censé être, d'après la Constitution, l'organe indépendant, un organe indépendant. Donc aucune autorité ne devrait donner des instructions aux responsables de l'ECAM. Même si la réalité veut que la plupart des responsables de l'ECAM soient pour la plupart des anciens membres du parti au pouvoir. Ils seront jugés sur la carte de leur propre crédibilité. Et je pense qu'à ce jour, à travers l'examen des candidatures à l'élection présidentielle, ils ont suffisamment démontré qu'ils étaient capables, qu'on pouvait leur faire confiance. Il faut qu'ils renforcent ce crédit. Je dis parce que c'est positif déjà le rôle que l'ECAM joue jusqu'à ce moment. Il faudrait qu'ils appellent tous les candidats, qu'ils s'asseyent autour d'une table et qu'ils voient ensemble comment permettre le déroulement des candidats, comment permettre la campagne électorale dans ces deux régions, comment vont s'opérer le déploiement des candidats, comment seront organisées les élections, comment est-ce qu'on va faire en sorte que la plupart des déplacés puissent effectivement voter.
Parce il faut que les déplacés puissent effectivement voter là où ils se trouvent. Les déplacés internes, comme les réfugiés. Parce que personne des déplacés ou des réfugiés n'a choisi de se retrouver dans le statut dans lequel ils se trouvent aujourd'hui. Et c'est une question de crédibilité, je le dis encore, pour Elekam, qui organise ces élections-là. Parce qu'on va juger Elekam à ça. Et il faudrait que le gouvernement, qui a ce rôle d'accompagnement sécurité dans la région, joue son rôle, rien que son rôle, sans s'impliquer dans les opérations électorales, sans donner l'impression, comme dans le passé, où on a vu Elekam, enfin l'ancienne version, totalement à la solde du pouvoir. Parce que quand je dis l'ancienne version, aujourd'hui, nous avons, j'allais dire, une partie de la société civile à Elekam, même comme on peut dire qu'elle est totalement minoritaire, il est important que l'on aille, et je l'ai toujours dit sur ce plateau, que l'on aille à Elekam 3, pour permettre aux représentants des partis de l'opposition à faire partie de cette commission, justement, pour qu'on soit sûr de la qualité des résultats. Autre préoccupation majeure des différentes, de l'un des candidats à cette élection présidentielle, l'un des partis politiques qui est engagé également, c'est la présence des bureaux de vote dans les casernes militaires. Il y a eu une volonté du président régional du SDF pour littoral d'organiser une manifestation pour justement contester ce maintien des bureaux de vote dans les casernes militaires et des chefferies traditionnelles qui, selon le SDF, pose un sérieux problème. Mais ce meeting, cette manifestation a été interdite. Comment vous avez vécu cette décision d'autorité administrative qui a stoppé l'élan du SDF dans sa volonté de contester ces bureaux de vote dans les casernes militaires? Déjà, il faut indiquer que la loi régissant les associations ainsi que celle régissant les manifestations ont fait une simple déclaration. Et ce que l'autorité fait, constate et vous délivre un récépissé. Mais maintenant, cette attitude ou ce comportement que généralement ces administrateurs ont à dire nous n'autorisons pas, nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation, nous sommes dans un régime de déclaration. Et maintenant, je ne comprends même pas pourquoi est-ce que le sous-préfet peut interdire cela. Parce que faire un meeting pour dénoncer ou décrier cela, en quoi est-ce que cela est mauvais? Puisque la réalité, avant même des bureaux de vote dans des casernes, pourquoi faire? Nous avons des bureaux de vote et là à Mbopi, là, à l'intérieur de Mbopi, à la garnison. Pourquoi mettre ces bureaux de vote dans des casernes, au quartier général, alors que la loi exige que le bureau de vote ou le lieu de l'élection soit dans un lieu ouvert au public? Est-ce que la caserne est un lieu ouvert au public? Moi, je dirais non. Non, parce qu'on ne peut pas entrer dans une caserne n'importe comment. Même ici à la garnison, pour y entrer, on vous identifie, on commence, alors que quand c'est dans une école, vous entrez tout simplement, vous allez vous cherchez votre bureau de vote, vous allez, vous accomplissez vos devoirs. Mais pour entrer dans une caserne, même à partir du portail, c'est un contrôle minutieux. Même la psychose, le simple fait de savoir que des militaires sont là ou des gendarmes ou quoi que ce soit, vous avez du mal à faire une revendication parce que vous ne savez même pas comment est-ce que les gens vont réagir. À un moment donné, qu'on laisse aussi des gens pouvoir s'exprimer. Parce que le droit aussi à l'expression, à la parole, c'est une liberté. On ne peut pas contraindre les gens à se taire face à certaines irrégularités. Justement, sur cette question, Cyril Sambakar, le SDF qui s'est vu stopper dans son élan de contester cette présence des bureaux de vote dans les casernes militaires, alors qu'on est en pleine période de pré-campagne électorale. Selon vous, c'est un signal que l'autorité administrative envoie ou simple interdiction ordinaire concernant des manifestations des associations politiques? C'est pas ce que vous me dites là, c'est pas ce que l'honorable Nietzsche m'a dit encore hier. Je pense que le meeting n'est pas interdit et il faut éviter d'interdire les meetings en période de pré-campagne. Parce que ça sonne deux sons de cloche. C'est pas bon là. Il faut faire attention avec ça parce que le RDPC a peur. La réalité c'est cela. Le parti au pouvoir a peur. A peur de ne pas avoir amené les Camerounais vers le bonheur. Les Camerounais sont tristes.
Les Camerounais sont dépassés. Nous parlions des étudiants tout à l'heure. Je n'ai pas voulu continuer pour dire que au jour d'aujourd'hui, que sont devenus nos enfants? Mais renseignez-vous. Cette histoire de comprimés, de je ne sais pas quoi là, de drogue, Tramadol. de tramadol, et tout cela, même dans l'arrière-pays, nous avons des difficultés, nous avons des problèmes dans ce pays. Moi, je pense que le RDPC sait qu'il a failli à sa mission d'amener les Camerounais vers le bonheur. Et aujourd'hui, il faut rattraper cela. Nous avons fondamentalement travaillé en 92 où l'opposition a gagné dans des casernes. Et après ce 92, c'était total. Terminé. Caserne veut dire parti au pouvoir. Et vous pensez que les soldats qui sont dans ces casernes-là ne sont pas nos frères? Ils ne sont pas nos militants? Ne sont pas nos sympathisants? Donc quand on demande d'enlever des casernes, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour embêter les gens, ce n'est pas pour embêter les camps. C'est tout simplement précisément parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer là-dedans où personne ne peut régimber. Parce qu'en général, quand vous envoyez des scrutateurs dans une caserne, ils sont aux ordres. Parce que là-bas, c'est l'ordre et la discipline. Vous comprenez? On ne va pas venir pour une journée mettre en branle-bas ce qui est vécu par l'armée camerounaise, l'ordre et la discipline. Donc, nous subissons dans les casernes, nous ne pouvons pas imposer dans les casernes. Nous ne pouvons pas parler de loi parce que nous sommes dans une caserne. Vous comprenez? Ils ont leur loi et nous devons nous soumettre à cette loi. C'est la raison pour laquelle on estime que ce n'est pas un endroit approprié. Et alors, quand vous faites l'addition de nombre de voix qu'on attend des casernes, c'est 1 million d'électeurs. C'est 1 million d'électeurs. Si vous me voyez venir. Donc, ne faisons pas de cette élection une élection de contestation, de multiples contestations. Asseyons-nous, trouvons un consensus. Le Cameroun n'a pas besoin d'être agité plus qu'il ne l'est. Préservons la paix là où elle se trouve et allons mettre la paix là où elle ne se trouve pas. Mais ne multiplions pas les foyers de tension. C'est de ça qu'il s'agit. Sur la question des bureaux de vote dans les casernes militaires, professeur Messanga Nyamding, est-ce que Oui. vous êtes favorable au fait que ces bureaux de vote soient changés, qu'ils sortent des casernes militaires pour des lieux publics qui puissent être acceptés par certains partis de l'opposition? Mais mon très cher ami, vous voyez que l'opposition dérange. Les opposants nous fatiguent. Vous savez, lorsque vous faites un match de foot, vous allez en Coupe du Monde, la règle du jeu est connue. Écoutez, il faut quand même qu'on parle aux Camerounais. Vous comprenez pourquoi ils seront battus. Parce qu'ils démontrent déjà qu'ils ne peuvent même pas aller aux élections. Lorsqu'on a lancé ces élections, vous avez vu, il y avait, je crois, 28 candidats. Sur les 28, certains n'avaient pas de certificat de nationalité, d'autres n'avaient pas de caution. Il y a même un qui est venu dire qu'il avait son argent à 23h, il n'a pas vu du ciel. Et vous savez vous-même que, conformément à nos règles, sous le contrôle de notre estimé avocat, Madame Djonga, que l'huissier cesse de travailler, je crois, à 17h. Vous voyez qu'un ridicule incroyable. Et sur les bureaux de vote dans les casernes vous verrez le lien, vous verrez le lien. Et à partir de là, les opposants, quand la règle du jeu n'est pas bonne, mais vous n'allez pas faire le match de football. Ça veut dire que lorsque ils se sont empressés, on a retenu 8 en face de notre champion, le président Paul Biya. Eh bien, ça veut dire qu'ils connaissaient la règle du jeu par avance. Vous savez, au Cameroun, il faut le dire, tous les bureaux de vote sont connus. Ce n'est pas un secret. Je connais d'ailleurs ces estimés compatriotes honnêtes. Ils savent que d'ailleurs, aux dernières élections, on avait 25 millions de votes. Chaque représentant de parti politique, avec un stylo et une feuille, peut faire le pointage et il sait où il y a chaque bureau de vote. Et d'ailleurs, regardez la grosse contradiction de mon estimé frère Sambaka. Il dit oui, en 92, on a gagné dans les casernes. C'est vrai. Et lorsque vous voyez que le SDF aujourd'hui
a des représentants au Parlement. Le SDF a des représentants dans les municipalités. Je crois que M. Sambaka, qui a également toute une mairie à Fombal, même si avec les nouvelles lois où on a demandé à monsieur de ne pas cumuler la députation et à côté la mairie, on a bien vu que ce que monsieur, c'est important. Moi je suis en campagne. Il faut dire pourquoi vous n'êtes pas crédible. Est-ce qu'il faut maintenir les bureaux de vote dans les casernes militaires alors que ce ne sont pas des lieux publics? Oui, mais attendez. Écoutez, selon les critiques faites par... Dans ce cas, je remettrai en cause ma casquette d'enseignant de droit public. Qui a dit qu'une caserne n'est pas un lieu public? Maître, vous pouvez le reconfirmer en tant que juriste. Mais c'est un lieu public. Moi, je ne sais pas pourquoi ils veulent détourner l'opinion de certaines réalités. Mais je vous dis qu'une caserne est un lieu public. Maintenant, si, et là je suis d'accord avec eux, ils estiment qu'il y a quelques poches qu'on appelle les chefferies, d'ailleurs encore qu'on a décentralisé, hein, les votes, moi je me rappelle jusqu'à une certaine époque, moi qui suis chef traditionnel, je reconnais que à Yabassi, ma chefferie était un lieu de vote, mais aujourd'hui c'est terminé ça. C'est dans les lieux publics. Moi je crois qu'aujourd'hui, s'ils sont partis, pardonnez-moi, c'est qu'il y a des règles de jeu bien connues. Vous savez, les opposants doivent se mettre en condition physique pour nous affronter, en termes des idées, à reconnaître qu'aujourd'hui, on a permis aux Camerounais de s'exprimer, on a permis aux Camerounais de comprendre l'enjeu des détournements de fonds, on a permis aux Camerounais de comprendre qu'on pouvait être ministre et aller en prison. On a même entendu un des candidats qui ne semble pas être totalement prêt à dire que lorsque lui la livrera, il va libérer tous ceux qui ont détourné les fonds à l'effet de reprendre tout à zéro. Non, moi je pense que la problématique du bureau de vote dans les casernes et dans les chefferies est un faux débat en tout état de cause, et en tout cas, nous sommes déjà partis vers les élections. Je conseille plutôt à mes compatriotes de venir comme moi ici, démontrer que pour un Cameroun et indivisible, nous devons soutenir Paul Biya. Merci, professeur. Un Cameroun qui sera encore plus fort, nous devons voter pour Paul Biya que de venir nous soutenir des subterfuges qui n'ont rien à voir professeur avec la Messanga réalité du Niamding. Vous êtes membre titulaire du comité central du RDPC. Merci Edmond Kamgia d'être sur ce plateau. Merci Cyril Sambaka, vice-président national de l'UDC, et maître Adeline Djomgan, qui est avocate, secrétaire général adjoint du SDF. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci également de rester sur Equinox Télévision.